souhaité qu'on partage un petit peu notre expérience de maison de santé sur l'organisation d'un parcours de soins dans l'obésité. Là, la prise en charge de l'obésité a été de nouveau redétaillée avec, on va le voir, des niveaux de prise en charge qui sont bien spécifiques en fonction des ressources que l'on a. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que les libéraux, il faut qu'on se saisisse du niveau de recours 1, c'est-à-dire vraiment de la prise en charge initiale de l'obésité. Alors, la réflexion de pourquoi créer un parcours de soins, alors si ça fonctionne, voilà, reposait sur trois faits. D'une part, ben, la prévalence de l'obésité que vous connaissez tous, avec une augmentation de cette prévalence en France et à vrai dire dans le monde évidemment, avec à peu près 18% de la population actuelle en France qui est en situation d'obésité, mais en vrai, un individu sur deux adultes en France est en situation de surpoids ou d'obésité. Donc vraiment une épidémie qui est en marche, on le sait bien, ou de toutes les maladies métaboliques d'ailleurs. La deuxième raison, c'est que c'était le constat. Alors, je ne sais pas si c'est une mauvaise prise en charge des patients, mais en tout cas, un mauvais résultat dans l'accompagnement des personnes en situation d'obésité, notamment chez des personnes dont l'IMC est entre 30 et 35 et qui ne relèvent pas justement de l'offre de soins chirurgie, par exemple, comme recommandé par l'HAS. Et ce constat repose sur le fait que ben, on a une offre de soins qui existe, hein, mais qui est isolée avec des diététiciens, des nutritionnistes, des psychologues, des professionnels de santé en général qui s'intéressent à l'obésité, APA, maison de santé, endocrino, médecins généralistes, etc. Et puis, de façon peut-être plus structurelle, les cliniques, les SSR, SMR et le CHU, et tout le monde travaille, je dirais pas dans son coin, mais en vrai, on n'a pas beaucoup de liens. Alors, clairement, entre la ville et ses structures, ou la ville et l'hôpital, on a peu de liens sur la prise en charge de l'obésité, mais en vrai, on a même en ville une coordination qui se fait pas très bien. Et finalement, les patients, on a toujours un peu l'impression qu'ils font du one-shot. Ils vont voir une diététicienne, un endocrino, peu importe. Ils ont une prise en charge et qu'elle aboutisse ou pas, finalement, il ne se passe pas grand-chose derrière. Euh, et donc, l'idée, c'était de trouver le moyen de coordonner plutôt, les soins et qu'on ait du lien entre nous. Puis la dernière raison, c'est du fait du constat quand même d'une maltraitance des personnes en situation d'obésité, d'une maltraitance au sein du milieu médical, avec des biais et des attitudes négatives envers les personnes en situation de surpoids ou d'obésité, qui altèrent la qualité des soins avec des patients qui rapportent jusqu'à 58 à 60% d'expérience de grossophobie dans un contexte médical. Et donc, ça veut dire 30% de complications accrues du fait de cette stigmatisation médicale parce que les patients ne consultent pas, parce qu'ils craignent d'être stigmatisés. Et la maltraitance, ben, ça va de la maltraitance physique, le refus de soins adaptés, ou le fait qu'on n'ait pas du matériel adapté à cette situation, la maltraitance institutionnelle, alors qui n'est pas vécue comme, par les soignants forcément comme une maltraitance, mais qui est de dire, ben, nous, on va pas vous prendre en charge parce qu'on n'a pas des lits ou un scanner qui permet de rentrer une personne de votre poids au scanner, mais ça va aussi sur de la maltraitance avec des insultes, de la dévalorisation, des remarques stigmatisantes, qui est quand même extrêmement fréquente dans tous les milieux, on est bien d'accord, mais en particulier dans le milieu médical, et que ces facteurs de maltraitance sont liés peut-être à un manque de formation, peut-être à une surcharge de travail, on en est tous là, et puis sûrement à des préjugés inconscients sur le poids qui influence la qualité des soins, l'empathie des soignants. La personne en situation d'obésité, elle est incapable de maigrir, donc elle est incapable en général, quoi. Et que ces patients, on a souvent ce retour de patients qui nous disent, ben, finalement, j'ai consulté un tel et la seule chose qui était importante, c'est mon poids.
parfois dans des situations qui sont un peu incompréhensibles. J'ai consulté un dermatologue parce que je lui montrais un grain de beauté qui m'inquiétait, et ce qu'il ou elle m'a dit, c'est, mais madame, il faudrait maigrir. Et donc le lien direct entre ma consultation dermato et mon poids n'était pas forcément euh, pertinent. Et puis même quand c'est pertinent, je vais voir le cardiologue parce que j'ai de l'hypertension artérielle, et le cardiologue fait une corrélation, là pour le coup pertinente, entre mon poids et la pression artérielle, mais la façon de dire les choses parfois est pas adaptée. Et que du coup, ces patients en situation d'obésité, ben, dans 40% des cas, vont reporter une consultation ou ne pas prendre de rendez-vous par peur de la stigmatisation. Et ces trois constats, là, euh, nous incitent à nous dire, ben, il va falloir qu'on réfléchisse en termes d'organisation des soins et de formation des soignants. Et du coup, dans le cadre de notre maison de santé, donc moi je suis à Nantes-Armor Santé à Saint-Herblain, et on a travaillé avec une autre maison de santé qui est à Rezé, qui est la MSP Pôle Sample Loire et Sèvres, où on a travaillé en fonction de nos ressources chacun sur comment mettre en place un parcours de prise en charge de l'obésité en soins primaires. Donc les objectifs, c'était d'abord d'identifier convenablement la population de la MSP ou du quartier, si je puis dire, de ces patients qui pouvaient intégrer le parcours. La deuxième chose, c'était pouvoir fluidifier le parcours, hein. C'est la grande problématique, mais partout, c'est comment faire en sorte pour qu'il y ait du lien et qu'on puisse aller assez vite, tout est relatif, sur les consultations. Proposer des solutions de suivi en cas d'échec de la première phase d'accompagnement. Alors, l'important, ça va être de définir ce que c'est qu'un échec, et ça, c'est individuellement avec chaque patient. Mais du coup, ne pas se mettre en échec en se disant, ben voilà, on a fait ce qu'on pouvait, maintenant on peut plus. Il faut qu'on crée du lien avec les ressources internes et les partenaires. Et puis, à terme, évidemment, d'une part, soutenir l'autonomisation du patient pour que le bénéfice se maintienne. Et sur du plus long terme, et c'est là où il faut vraiment qu'on travaille ensemble, c'est créer un maillage du territoire entre les différentes MSP, d'autres structures, les cabinets individuels, pour que on ait du réseau et que la prise en charge, elle se fasse plus simplement. Donc l'objectif principal, c'est proposer cette prise en charge globale, coordonnée donc et personnalisée de l'obésité. Et donc les objectifs secondaires, j'en ai parlé, c'est accompagner le patient qui ne va pas relever d'une prise en charge institutionnelle pour favoriser le changement durable de ses comportements, s'appuyer donc sur toutes les ressources à notre disposition pour soutenir à terme l'autonomisation du patient. Alors, sur l'organisation de ce parcours, on a commencé par des affiches et un questionnaire de sensibilisation des patients de la maison de santé. Alors, les affiches, voilà, je vous les présente, hein, qui sont toutes simples, pour essayer de faire en sorte euh, de ne pas stigmatiser les patients et de prendre en charge cette obésité qui est une maladie chronique. Euh, voilà quelques exemples d'affiches qu'on a mis dans la maison de santé. Euh, et puis, on a laissé un petit questionnaire sur toutes les tables, salles d'attente, un peu à la Biba ou à la L, que les patients peuvent remplir en salle d'attente s'ils en ont envie, sur ce que c'est que l'obésité. Enfin, bon, un petit questionnaire un peu rapide, pas forcément très médical en tant que tel, avec la réponse en questionnaire quand même, mais qui permet simplement de sensibiliser le patient, et quand il rentre dans le cabinet du soignant, de pouvoir lui dire, bah tiens, j'ai vu ce petit bidule que j'ai rempli, est-ce qu'on peut en parler? Donc le repérage repose sur enfin, se fait par tous les professionnels de santé de la maison de santé, mais voilà, peut se faire finalement partout, parce qu'une des problématiques, moi, c'est facile de parler d'obésité à mes patients, ils viennent pour ça. Donc, mais c'est la problématique, et on revient un peu à la stigmatisation, c'est comment aborder le sujet du poids pour un patient qui vient en consultation pour tout à fait autre chose. Et donc, ces petites affiches et ce petit questionnaire permet au moins de les sensibiliser.
Dans les 3 semaines qui suivent, on s'engage à les prendre en charge. Donc, j'en parlerai un peu plus loin. On a une première consultation qu'on appelle consultation de phénotypage, qui est une consultation un peu longue. Alors, c'est moi qui l'ai fait dans la maison de santé à Nantes-Armor, et c'est Roxane Lenné, qui est l'IPA de la maison de santé de Rezé, qui l'a fait, qui permet de faire vraiment un premier débrouillage et qui permet d'orienter le patient. Et donc, on table, je suis passée un peu vite pour le moment, puisque c'est un parcours proposé par la maison de santé, sur 60 patients par an qui peuvent rentrer dans ce parcours pour pas être non plus trop débordés. Les critères d'inclusion sont extrêmement simples. C'est donc un IMC entre 27 et 40. Au-delà de 40, on sort de ce niveau de recours. Et puis, la tranche d'âge est entre 18 et 65 ans, donc finalement assez large. Et les critères d'exclusion, ben, ce sont ceux qui ne rentrent pas dans les critères d'inclusion, par définition. Et puis après, c'est toutes les pathologies psychiatriques graves, évidemment, les troubles du comportement à type de boulimie non contrôlée, l'obésité secondaire à une dysrégulation hormonale, une pathologie hormonale quelle qu'elle soit, une tumeur cérébrale, l'aggravation d'une maladie chronique avec un risque majeur ou un handicap fonctionnel. Et puis, ben, l'évolution pondérale incontrôlée, malgré un accompagnement spécialisé antérieur bien conduit, c'est-à-dire déjà quelqu'un qui a fait ce même parcours de niveau 1 ou de niveau 2, c'est-à-dire minimum 6 mois d'accompagnement, ben, c'est pas la peine de le remettre dans un parcours. Donc cette première consultation de phénotypage, elle est surtout pour déterminer le niveau de recours et à vrai dire pour coller aux recommandations de l'HAS, là, qui nous incite à faire cette consultation un peu d'orientation et de débrouillage pour clarifier les niveaux de recours. Alors pour cette consultation de phénotypage, il y a 3 grands niveaux et ce phénotypage, on peut y accéder grâce à une plateforme qui s'appelle Nuvi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Donc cette plateforme a été développée par un groupement de médecins et de professionnels de santé qui s'occupent de l'obésité. Je ne sais plus trop dans quelle région, je crois que c'était du côté de Dijon. À laquelle plateforme on peut accéder. Alors, il y a une partie payante de la plateforme et une partie gratuite. Donc, nous, on a pris la partie gratuite, hein. La partie payante est une partie très intéressante de formation des personnels, des professionnels de santé, et puis d'ETP pour les patients. Donc c'est intéressant, mais nous, pour le moment, on ne l'a pas prise. Par contre, la partie gratuite, entre guillemets, permet déjà de se familiariser sur les niveaux de recours. C'est très intéressant. Je vous encourage vraiment à y aller parce que c'est vraiment très chouette. Et permet donc de phénotyper le patient. Et donc, ce phénotypage, il y a un questionnaire à remplir avec le patient. On peut le faire si on fait juste ce questionnaire. Ça prend 5 à 10 minutes avec le patient. C'est pas très long. Et ça permet vraiment d'avoir une fiche de phénotypage intéressante. Et si tous on pouvait faire ça en première intention, ça permettrait, lorsqu'on adresse les patients dans des parcours d'accompagnement de l'obésité, alors quel que soit le niveau de recours, de parler le même langage. Donc, du coup, je me dis que ça, il faudrait vraiment qu'on le diffuse parce que voilà, on part sur la même base, on parle le même langage et donc du coup, en termes de coordination, c'est intéressant. Et ce phénotypage, donc, alors, je vais vous présenter les premiers stades parce que du coup, les autres stades ne nous concernent pas dans le parcours de soins. Donc, ça va du stade 1A à 2. Le stade 1A, donc d'obésité, de sévérité de l'obésité, c'est ce stade dont l'IMC du patient doit être compris entre 30 et 35. Au-delà, on sort de ce niveau. Simplex, si je puis dire, pas d'impulsivité alimentaire, pas de retentissement psychologique, pas d'anomalie ou de symptômes physiques, pas d'impact du poids sur la qualité de vie, avec une étiologie commune et un début de prise de poids à l'âge adulte, qui est une situation que moi je vois moins souvent, mais qui est une situation assez répandue d'une manière générale. Le stade 1B, c'est la même chose, mais en un peu plus grave. Il y a quand même peut-être un peu d'impulsivité, pas d'accès boulimique, mais un peu d'impulsivité.
Il peut y avoir un impact sur l'estime de soi ou une dépression traitée suivie. Il peut y avoir un début d'anomalie métabolique, une glycémie qui monte, une petite stéatose hépatique, un impact modéré sur la qualité de vie parce que j'ai une dyspnée lorsque je monte un ou deux étages ou lorsque j'ai des douleurs occasionnelles quand je randonne ou que je marche. Toujours une étiologie commune, et là, le début peut être pendant l'enfance ou l'adolescence. Et encore une fois, tous ces paramètres sont vraiment détaillés dans Nuvie. Et le stade 2, ben, de nouveau, c'est la même chose, mais en pire. On peut avoir, alors on n'est pas obligé d'avoir tout pour être dans un stade 2, il suffit d'un élément, des accès boulimiques épisodiques, des pathologies psychiatriques ou traité ou pas, un retentissement métabolique qui s'aggrave, un diabète non contrôlé, une hypertension artérielle, un SOPK, une MASH, c'est plus la NAFLD maintenant. L'IMC est supérieur à 35 pour qu'on soit dans un stade 2, avec une étiologie commune, mais qui peut être aggravée par une prise médicamenteuse, par des douleurs chroniques, par des facteurs psychologiques, et au moins deux rebonds d'évolution pondérale. Donc ça, c'est les stades dont on va s'occuper dans ce niveau de recours 1. Dès lors qu'on passe au stade de sévérité plus important, stade 3A et 3B, hein, vous imaginez que c'est la même chose, mais encore en plus grave, là, on sort de ce parcours, et là, c'est un parcours de prise en charge dans des structures de soins qui vont être adaptées. Et ce qui permet, voilà, d'orienter le patient et de savoir ce sur quoi nous, on va se focaliser comme prise en charge. Donc, si je résume un peu, le phénotypage, il va reposer bien sûr sur l'IMC, sur le retentissement médical et surtout métabolique de cette obésité. Et dans le cadre je ne sais plus si j'ai mis l'examen clinique initial, mais évidemment, il y a le poids, la taille et le tour de taille pour apprécier la répartition androïde ou pas. Le retentissement fonctionnel de ce poids sur les douleurs ostéo-articulaires, les palpitations, les troubles du rythme et la dyspnée, la présence de troubles psychologiques, cognitifs ou comportementaux, l'étiologie donc de l'obésité qui participe à la stadification, si je puis dire, les troubles du comportement alimentaire et la trajectoire pondérale. Et donc, les recommandations de l'HAS reposent sur la classification, d'où l'intérêt de ce phénotypage, en se disant, ben, là, dans le cadre de ce parcours de soins qu'on a mis en place, on va prendre en charge les niveaux 1 et niveau 2. Niveau 1, il faut avoir un médecin généraliste coordinateur, diététicien, pharmacien, infirmier, enfin tous les professionnels de santé qui vont se préoccuper de la prise en charge du patient en situation d'obésité. Le niveau 2, c'est à peu près la même chose, mais avec un endocrinologue. Et c'est pour ça qu'on peut être, nous, là, en l'occurrence, on peut prendre en charge les patients de niveau 2, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, de notre maison de santé jumelle de Rezé, où ils n'ont pas d'endoc. Alors ça, je mettrai après. Donc, première consultation de phénotypage où du coup, Roxane dans la maison de santé de Rezé va déterminer le niveau de recours et de savoir si on peut prendre en charge ces patients dans le cadre de notre parcours d'accompagnement. Une fois que ça s'est fait, on leur demande de faire une évaluation diététique, une évaluation ostéo-articulaire et alors, on a eu beaucoup de discussions sur l'intérêt d'une impédance-métrie ou pas. En tout cas, il me semblait intéressant d'avoir une mesure de la masse musculaire, quelle que soit la façon dont on la fasse, pour euh, suivre l'évolution de cette masse musculaire. Moi, je suis inquiète d'une manière générale de la prise en charge des patients avec des régimes ultra restrictifs, alors ce qu'on essaye évidemment de ne pas faire là, mais avec une fonte de la masse musculaire en même temps que la perte de poids. Et donc, on a décidé d'investir dans un impédance mètre, alors qui vaut ce qu'il vaut. Euh, euh, qui n'est pas forcément ultra fiable. On sait bien que les mesures d'impédance métrie ne sont pas toujours très fiables, mais qui a l'intérêt d'être reproductible pour un même individu et qu'on essaye de faire assez régulièrement, tous les 3 mois, une évaluation psychologique. Et une fois que ces 3 évaluations sont faites, on fait une RCP. Donc on a une RCP mensuelle
pour préciser si le patient peut rentrer dans le parcours d'accompagnement ou pas. Et l'objectif de ce parcours est à identifier, j'allais dire, voilà, euh, ou à discuter plutôt avec chaque patient, parce que ça peut être un objectif pondéral, mais pas forcément. Je suis assez surprise. Là vraiment, on a une trentaine de patients là déjà qui sont dans le parcours et du nombre de fois où finalement les patients n'ont pas forcément un objectif de poids, mais un objectif de qualité de vie, d'amélioration de la qualité de vie. Alors, c'est moins facile, j'allais dire, à mesurer que le poids. Bon. Et de se dire, mais au bout de ces 9 à 12 mois, hein, c'est un parcours qui est assez long, on réévalue est-ce- si on a atteint l'objectif ou pas, et on voit ce qu'on peut leur proposer après. L'intérêt du parcours dans le cadre d'une maison de santé, parce que ça, c'est aussi une des problématiques de la prise en charge des problèmes de poids, c'est que la maison de santé, du coup, supporte le coût de 6 consultations sur ce parcours, alors qu'on répartit en fonction de chaque personne au moment de la RCP, entre diététicienne, enseignant en activité physique adaptée et psychologue. Donc ça, c'est le calcul sur l'année. Mais voilà, en proposant 6 consultations aux patients, si les patients ont en plus une mutuelle qui prend un peu en charge quelques consultations par an, à la louche, on arrive à entre 9 et 12 consultations qui sont prises en charge. Encore une fois, c'est bien parce que la prise en charge des personnes obèses ou en surpoids en ville, bah, ça coûte des sous et que leur demander d'avoir un accompagnement avec un psychologue, une diététicienne et un APA à raison de 2 consultations par mois, par exemple, ben, rapidement, ça coûte cher et c'est un budget. Euh, voilà, donc ça, c'était l'organisation. Alors, je l'ai remis un peu sur une affiche, l'organisation de notre parcours de soins. Euh, je pense vraiment que si on avait, encore une fois, euh, les mêmes modalités de dépistage et de phénotypage de nos patients, euh, l'idée de dire que pour toutes les personnes en situation de surpoids ou d'obésité, il faudrait vraiment commencer par cet accompagnement tripode, ou je sais pas comment on peut dire, qui repose à la fois sur la réévaluation de leurs habitudes alimentaires, la réévaluation, la mise en place d'une activité physique, parce qu'il y a très souvent, évidemment, dans les histoires de surpoids ou d'obésité, un déconditionnement à l'effort, et qu'il faut qu'on arrive à les remettre en mouvement et à leur faire faire de la masse musculaire, ce qui est euh, vraiment le défaut actuellement de nos prises en charge, et puis l'accompagnement psychologique sur une période minimum de 6 mois, un peu, alors nous, le parcours, c'est sur 9 à 12 mois, mais le minimum de 6 mois, c'est ce qu'on demande, par exemple, pour une chirurgie bariatrique, avant de dire qu'on est éventuellement en situation d'échec et qu'on passe à l'étape suivante. Je pense qu'on perdrait beaucoup moins de monde, entre guillemets, beaucoup moins de personnes de vue, et notamment, on ne se retrouverait pas dans des situations, puisque c'était pas le but de ce petit topo-là, mais par exemple avec les traitements médicaux de l'obésité qui sortent actuellement, on ne se retrouverait pas en situation de prescription initiale d'un traitement par Wegovy ou Mounjaro, qui va forcément nous mettre en échec, parce que le patient, si d'emblée je lui prescris son médicament et qu'il n'y a pas de modification de son hygiène de vie, à l'arrêt du traitement, déjà qu'à l'arrêt du traitement, il est très à risque de reprendre du poids parce que ces médicaments, aussi efficaces soient-ils, sont quand même, j'allais dire, des traitements factuels. C'est-à-dire que c'est un cautère sur une jambe de bois, hein, ça marche très bien. Mais à l'arrêt, je me remets dans la situation métabolique que j'avais antérieurement et malheureusement, je reprends du poids. Si en plus, j'ai pas fait de modification de mon hygiène de vie, je suis sûre de reprendre du poids et plus. Et donc, on va se remettre de nouveau dans une situation d'échec. Donc, je pense qu'il est important que ce qui devrait être fait, mais ce qui est parfait pour plein de raisons, de coûts,
d'urgence parce que les personnes en situation d'obésité sont pressées de perdre du poids parce qu'elles se sentent pas bien, ce qu'on entend, ou de mauvaise formation des professionnels de santé. Si on chinte cette étape-là, exactement comme dans le diabète, on perd du temps et on entretient cette maladie métabolique et inflammatoire qui est l'obésité, on le sait hein, aujourd'hui, où tous ces épisodes de yo-yo finalement concourent à la dédifférenciation de la cellule adipeuse qui finit par plus savoir se vider, qui ne fait que se remplir, et avec tous ces phénomènes inflammatoires qui se créent autour du tissu adipeux et à vrai dire un peu partout dans l'organisme, qui fait qu'au fur et à mesure de temps, même si je remets en place des bonnes bases d'hygiène de vie, je n'ai plus d'effet et plus de réponse et plus de perte de poids. Et donc, si on arrivait à avoir sur le territoire, alors soyons pas trop gourmands, mais sur chacun dans notre petit territoire, avoir un réseau où on peut travailler en coordination avec diététicienne, kiné, enseignant en activité physique adaptée, maison sport santé ou que sais-je. Euh, je pense que cette première étape, là, constituerait un socle qui permettrait peut-être de limiter l'évolution un peu inéluctable, entre guillemets, de l'obésité actuelle. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce parcours de soins. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous vouliez qu'on aborde d'autres sujets euh, et qu'on discute un peu de la prise en charge de l'obésité. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Ouais, bonjour Stéphanie, c'est Camille, Salut Camille. Cordoue à Nantes-Nord. Ouais. Plusieurs questions par rapport à ton parcours. Vous faites une RCP au début, après vous en faites combien sur les 12 mois de prise en charge? Vous vous réunissez tous les combien après? Alors, pour chaque patient, tu veux dire tous les 3 mois? Ok. Et au niveau coordination, qui c'est qui la gère, tout ce parcours? Enfin, je pense qu'il y a quelqu'un qui gère un peu la coordination. Moi. D'accord. Voilà, je pense qu'après, dans chaque maison de santé, il faudrait qu'effectivement qu'il y ait quelqu'un, enfin, dans l'autre maison de santé, c'est Roxane qui est IPA, qui peut le faire. Je pense qu'il faut qu'il y ait effectivement un coordinateur qui gère tout ça, ouais. Euh, Et par chance, dans ce parcours, toi, tu es en tant qu'endoc. Comment, si on crée d'autres parcours comme ça sur d'autres territoires et qu'il n'y a pas d'endoc, est-ce que c'est jouable juste avec des médecins G ou... ouais, ouais, parce que c'est ce que je disais là dans la petite présentation, c'est que du coup, on est sur un parcours de niveau 1. Mm. Donc ça, oui, oui, c'est le généraliste, l'IPA, enfin, il n'y a pas besoin d'endoc pour le coup. Et si on est niveau 2 là, par contre, il faut... Oui. Ouais, Oui, il ok. faut un endoc. Mais du coup, c'est aussi l'intérêt d'avoir du réseau et de se dire, bah, si mon patient il sort de mon parcours de niveau 1, voilà, et que on veut l'inclure dans un parcours de niveau 2, eh ben, c'est là où le maillage du territoire Mm. avec les endocs, tu vois, ça va être plus facile pour nous d'accueillir un patient, sachant qu'il a déjà eu un parcours de niveau 1, qui est peut-être mis en situation d'échec. Voilà, ça fait 6 mois, 9 mois qu'il est dans ce parcours. Il a pu bénéficier d'un accompagnement nutritionnel, activité physique, psycho. On est en situation d'échec. Et donc là, le niveau 2, alors, je ne sais pas s'il faut passer par un endoc ou pas, parce que je me dis que si le parcours a été bien fait, le niveau 2, alors c'est soit de valider un traitement médicamenteux, pourquoi pas, soit d'intégrer un parcours dans une clinique ou à la Tourmaline ou à Renew, quoi. Mm, mm. Ok. Mais du coup, nous, on va savoir, enfin, tu vois, on a tous là des demandes de prescription de Wegovy ou Mounjaro, alors qui peut être prescrit par des médecins généralistes, hein, il n'y a pas de problème, mais souvent qui se sentent pas forcément soit légitimes, soit qui savent pas trop quelle modalité, sous quelle modalité prescrire, et donc qui nous les envoient. Je me dis que si déjà les gens, ils avaient eu cette première étape, ce premier parcours, euh, ben, du coup, moi, je les vois et je fais une prescription, tu vois. Alors que là, si les gens, ils n'ont pas déjà eu cet accompagnement nutritionnel, physique et psycho, ben, on va tout recommencer à zéro. Encore une fois, prescrire un médicament sans avoir rien fait en amont, ça n'a pas de sens, quoi. Mm, ouais. Ok. Et ça permettrait justement sur ces traitements médicamenteux, parce que
évidemment, on a plein de demandes et c'est des fois difficile, hein. Moi, je me mets à la place aussi de mes collègues, d'avoir des gens qui disent, bah, prescrivez-moi le médicament et qui n'ont pas envie d'entendre que avant, ce serait bien de remettre des choses en place. Euh, parce que du coup, on n'a pas forcément de lien et que, je sais pas, moi, si le généraliste dit, bah, il va falloir que vous alliez voir une diététicienne, il va falloir que vous alliez voir les kinés, et qu'on n'a pas de réseau, bah, c'est plus difficile à structurer, quoi. Mhm. Oui. Et je sais pas comment ça se passe pour les diététiciennes, je sais pas s'il y a des diètes là, mais euh, des fois, il y a aussi ce manque de lien. Enfin, voilà, les diètes font leur boulot dans leur coin et puis elles finissent par ne plus revoir les gens. Et puis, on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. Enfin, je trouve que c'est pas. Encore une fois, la prise en charge de l'obésité devrait être exactement la même que la prise en charge du diabète. C'est une maladie chronique au même titre. Et je crains que si on voulait avoir un effet sur le poids, il faille le prendre en charge comme ça, c'est-à-dire non seulement une prise en charge initiale, mais un accompagnement et peut-être une fois par an, refaire une évaluation pour toutes les personnes qui ont été ou qui sont en situation de surpoids ou d'obésité, pour continuer de les accompagner, quoi. On est un peu dans cette réflexion-là aussi de notre côté. On a fait un genre de parcours pour une autre thématique et là, il y a un groupe de travail qui se met en place et je pense que maintenant, en plus, on a une maison sport santé qui travaille avec nous. Ouais. On va être dans ce même style de parcours. Donc, on va pouvoir aussi faire ça sur nos territoires avec une patientèle un peu peut-être, je sais pas si plus complexe, mais allophone, loin Ouais. du précaire, etc. Donc, avec sûrement l'interprétariat, des médiateurs en santé pour pouvoir Hmm. aussi accompagner ces patients. J'allais dire, il y a d'autant plus dans cette situation de problème de coût et de prise en charge. C'est ça. C'est sûr que pour des patients qui ont très peu de revenus, se C'est ça. dire que il faut débourser 120 ou 150 euros par mois d'accompagnement, ben, ils n'ont pas forcément les moyens, quoi. Du coup, c'est que sur vos ACE, vous avez pu faire une demande d'aide auprès de l'ARS ou de la Ouais, CPM pour votre parcours? Ouais, ouais, ARS, voilà. on a eu une subvention, ouais, enfin l'ARS pour. Alors donc nous, on a réussi à obtenir 6 consultations par patient. Rezé, ils en ont eu 3. Enfin bon, après, ça dépend Mm. de. Voilà. Mais ouais, je te dis, enfin, nous, en moyenne, on arrive à faire financer 9-10 quoi, en tout. Avec les mutuelles, bah, c'est déjà hyper important pour les gens, quoi. Mm. Vous n'aviez pas des questions sur, je sais pas moi, les traitements Moi, j'avais une petite question, je me Ouais, permets. ouais, Bonjour. bonjour. Je suis diététicienne et du coup, je me demandais, je suis arrivée juste 3-4 minutes après le début de votre intervention et je me demandais comment est-ce qu'on intégrait, nous, en tant que diététicienne ou comment votre parcours, en fait, que je trouve hyper intéressant. Euh, est-ce que, enfin voilà, est-ce que on doit se manifester, enfin voilà, comment Bah, ça se passe en tant que professionnel de santé? là, en l'occurrence, nous, dans notre parcours de soins, en fait, c'est les professionnels de la maison de santé. Bien sûr, ouais, Aujourd'hui. ok, Voilà. Et donc là, bon, l'idée, ensuite, si on arrive à faire des petits un peu partout, c'est que soit il y ait d'autres maisons de santé qui se saisissent de ça et qui, si elles ont les ressources, travaillent avec leur personnel. Si elles n'ont pas les ressources, par exemple la maison de santé de Rezé, alors elles ont une diète, mais je crois que par exemple elles n'ont pas de psycho. ok, Ben, du coup, peuvent se mettre en lien, pourquoi pas, avec les psychos qui sont proches régionalement de leur maison de santé pour les intégrer dans le parcours. Là, par exemple, nous, notre APA ne fait pas partie de notre maison de santé parce qu'on n'a pas d'APA malheureusement dans la maison de santé, mhm, mais on a un contrat avec lui, du coup, il intervient dans ce parcours et il est rémunéré au même titre que les autres par la maison de santé pour le parcours. d'accord, ok. Bon, bah, c'est très clair. Voilà. Merci.
C'est intéressant en tout cas. Comme, enfin, moi qui ai travaillé avec un endocrino pendant 20 ans en collaboration, je Mm. trouve que c'est hyper important en fait de travailler dans une équipe, enfin, au sein d'une équipe pluridisciplinaire Ouais. pour les patients, c'est un plus énorme pour eux. Donc voilà, je trouve que ce que vous mettez en place, Ben c'est ouais, très puis positif, ouais. ouais, puis ils le disent. Et puis l'intérêt, c'est effectivement que les patients, ils savent qu'on travaille ensemble, ils savent qu'on a Mm, du lien, ils savent qu'on échange sur leur situation et mm. que dans les situations compliquées, d'abord on va tous dans le même sens et dans les Ouais, tout situations à fait. compliquées, voilà, on essaye d'avancer et qu'on perde pas trop de temps, quoi. Ouais, tout à fait. Et avoir le même discours aussi, C'est c'est ça. important. Ouais. Ouais, exactement. Ouais, bah, ils sont tellement perdus à certains moments que Ouais, voilà. c'est Merci exactement pour ça. votre réponse en tout cas. Avec plaisir. Ah si, tu parles pas du tout d'infirmière Azalée parce que vous en avez pas, vous, c'est ça, hein? Exactement, c'est exactement ça. Je pense que ça peut être, alors là vraiment, mais je redis, je pense sincèrement que chaque maison de santé ou chaque professionnel, parce que c'est pas forcément une maison de santé, va faire avec les ressources qu'elle a. Mm. Et que s'il n'y a pas, nous on n'a ni IPA ni Azalée, ben on fait sans. Alors je pleure, hein, parce que j'aimerais bien avoir une IPA ou une infirmière Azalée. Mais bon, on n'en a pas, on n'en a pas, c'est comme ça. Mais oui, moi, je pense que ce serait un plus, évidemment, une plus-value d'avoir une infirmière qui nous accompagne. Ouais. Mm. Et du coup, vos patients, même s'ils n'ont pas le médecin traitant dans votre maison de santé, c'est OK? Comment Ouais, vous faites? Ouais. ouais, c'est OK. Ouais. Ouais. Ben, quand les médecins adressent, moi je leur dis voilà, qu'il y a un parcours dans le cadre de la maison de santé, qu'on prend en charge les patients sur cette situation sur une période de 9 à 12 mois, voilà, que tout le monde soit OK sur le principe. euh, et que là, du coup, ben, ils ne voient pas de médecin généraliste. Enfin, dans notre maison de santé, Oui. ça, enfin, voilà, c'est pas le but. Et on essaye de faire du lien avec les médecins généralistes et les professionnels qui prennent en charge les patients pour la suite, parce que, comme je le disais tout à l'heure, là, je pense que ce qui est important, c'est d'autonomiser le patient et de faire en sorte que le patient, ensuite, il ait du relais. Mm. Comment vous envisagez après le relais, après ce parcours? Alors, on n'y est pas encore, mais donc, il va falloir qu'on y réfléchisse. Mais c'est pour ça que là, j'essaie d'intervenir beaucoup et souvent, parce que j'aimerais bien qu'il y ait plein de relais et en fait, l'objectif là, c'est que vraiment on fasse un maillage du territoire sur toutes les ressources qu'on peut avoir dans le territoire et de faire en sorte que si mon patient il vient de je sais pas où, à Pétaouchnok, je ne sais où, que j'arrive à trouver une maison sport santé où il va pouvoir ensuite avoir du relais pour l'activité physique. Euh, En fait, le truc, c'est ça. Là, pour le moment, je me dis, tant qu'on n'a pas de maillage complet, de réseau vraiment bien déterminé, euh, je me dis que ce serait déjà pas mal que 1 à 2 fois par an, il soit revu par l'équipe. Parce que on a la même problématique finalement avec la chirurgie bariatrique. Enfin, on voit bien que la chirurgie bariatrique, ça fonctionne, hein, c'est pas la question, mais que les gens reprennent du poids, bon, pour plein de raisons, mais parfois parce que ben, quand ils ont un souci psychologique, ils ne consultent pas, quand ils ont un claquage de je ne sais quel muscle, ben, ils arrêtent l'activité physique, puis après, ben, ils ne sont pas suivis, ils reprennent rien. Et pareil pour l'alimentation, c'est-à-dire que ça dérive souvent sur le plan alimentaire, et s'il n'y a pas du rappel derrière de la diète ou de l'endoc ou je sais pas qui, eh ben, ils vont laisser filer. Donc c'est le même principe. Bah, je redis, je refais vraiment le parallèle avec les diabétiques. Enfin, les Oui, vous faites, diabétiques, ouais. ouais, en théorie, on les voit 1 fois par an, en théorie, et ils voient les autres professionnels de santé, et on les récupère quand l'hémoglobine glyquée part en cacahuète. Ben là, il faudrait que ce soit pareil avec les personnes en situation d'obésité, quoi. Mais avec de la bienveillance, même si c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais et avec de l'empathie. Parce que si effectivement, à chaque fois que tu reprends 10 kilos, tu te fais engueuler par ton endoc ou par je sais pas qui, enfin, et ça, c'est une vraie problématique, ceci dit.
Et Lauriane, vous aviez une question? Pardon, excuse-moi Camille. oui, je laisse ma place, je parlerai après. Merci. Je voulais revenir sur un petit point qui avait été annoncé la semaine dernière lors des Journées mondiales de lutte contre l'obésité. Au niveau du gouvernement, ils nous ont annoncé donc des financements étendus. Je sais, enfin, ça ressemble beaucoup à ce que vous faites. Je ne sais pas si vous aviez regardé un petit peu ça, si Si, ça si, pouvait s'intégrer. j'ai vu sortir ça, j'attends de voir. Oui, mais J'espérais vraiment qu'on puisse aborder ce sujet-là, parce que finalement, ça reprend cette idée de ce que vous faites aujourd'hui, de oui, consultation diète, de consultation APA, psy, c'est avec ça. aussi un beau budget pour la partie médecin. Ouais. Donc ça, c'est vrai que ça pourrait être une aide Ah, mais supplémentaire. complètement, ce serait génial si c'était vraiment mis en place. Je vous dis, moi aussi, j'ai lu les annonces la semaine dernière, là, mais j'attends vraiment de voir comment ça va se mettre en place en pratique, en sachant, enfin vous, je sais pas, mais que pour le moment, les structures de prise en charge de l'obésité n'ont pas été contactées pour ça. Moi, je suis au niveau de la maison de santé de Doulon. Non, bien entendu, on n'a pas du tout été contacté. Voilà. J'espérais peut-être au niveau de la CPTS. Je ne sais pas, Ah, Nicolas, si tu voilà. as eu, toi, Ouais. des infos. Alors, non, malheureusement, j'ai pas plus d'informations sur des financements qu'on pourrait avoir sur la prise en charge de l'obésité. En revanche, ce que je peux, moi, vous dire de ce qui existe déjà au niveau de la CPTS, qui peut peut-être vous aider dans la coordination de parcours de soins complexes, c'est que la CPTS organise des réunions de concertation pluriprofessionnelle. Et on indemnise nos adhérents lorsqu'ils participent à ces RCP. Donc, si demain, vous avez besoin de vous réunir en pluripro autour de cas pour faire le point, il est possible de nous solliciter pour organiser des réunions de concertation pluriprofessionnelle. Et je vous invite également, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'APA et les ressources qu'il y a sur notre territoire, nous avons organisé un webinaire la semaine dernière avec les différentes maisons de sport santé. Donc, je vous invite à consulter, pareil, le replay de ce webinaire pour en savoir un petit peu plus. Je me permets de vous mettre sur le chat le lien Légifrance avec ce dont on parle pour ceux et celles qui n'auraient pas vu l'info passer, pour qu'on puisse tous essayer de récupérer un peu ces financements pour accompagner nos patients. Merci, Madame Fréau. Avec plaisir. Du coup, est-ce que, j'avais d'autres questions, est-ce que ça a l'air d'être un parcours un peu individuel, est-ce que vous avez pensé aussi à faire des ateliers collectifs avec ces patients ou avec des pairs ou, Ouais, pour le moment pas. On vient de le débuter là. Donc là, on est sur la première année, mais effectivement, enfin, l'idée c'est qu'à un moment donné, on fasse des ateliers collectifs, de l'ETP. Donc là encore, c'est des ressources qui nous manquent. Mais on essaye de travailler là avec la maison de santé de Rezé pour voir un peu comment eux vont. Ils débutent tout juste leur parcours là, pour savoir comment eux ils vont le construire avec des ressources qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Mais à terme, oui, c'est ça. C'est l'idée, c'est de travailler en atelier quand on le pourra, ouais. Et de se servir, enfin, j'aurais dit, je pense que ce serait hyper intéressant on puisse chacun ou chaque maison de santé ou professionnel de santé qui s'intéresse à ce sujet, construire un parcours, un chemin, un réseau, peu importe, et qu'on puisse se prêter des ressources. Ouais, ce serait super intéressant. je reviendrai vers toi. Ouais. Ouais. Avec des gens qui vont être de plus en plus compétents, c'est toujours un peu la même problématique. Enfin, je ne sais pas s'il y a des psychologues actuels, enfin, qui sont connectés là. Mais avec des psychos qui parfois se sentent pas non plus légitimes sur le sujet parce que n'ont pas trop d'expérience. Et du coup, le fait de pouvoir échanger, parce on n'a pas forcément des gens qui ont des troubles de comportement alimentaire ou voilà, où il n'y a pas. euh, mais oui, qu'on puisse travailler avec des gens qui ont de l'expérience sur le sujet. C'est ce qu'on demande aujourd'hui, c'est comme quand on envoie des gens pour une chirurgie bariatrique. On a certains professionnels de santé qui nous disent, moi, je ne me sens pas compétente sur le sujet, je ne peux pas les accompagner. Donc là, de nouveau, il faut qu'on se refasse un réseau. Alors qu'il existe, il y a un réseau qui existe, on le sait bien,
mais on n'est pas en lien. Donc, c'est toujours le problème du maillage du territoire avec je ne sais pas à qui adresser mon patient. Et, voilà. Donc, à terme, c'est aussi ça, c'est d'essayer de construire, d'avoir un annuaire un peu des maisons de santé, des maisons sport santé, euh, des professionnels qui s'engagent dans ce type de parcours. Ouais, ils avaient essayé de faire un genre de truc avec MRTC pour les jeunes, Hum, tu sais, mais qui hum, marche pas parce que le manque de... enfin, le financement est pourri, clairement. hum. Et pourquoi? Enfin, du coup, là, vous n'avez pas inclus les moins de 18 ans. Non, Est-ce que tu penses qu'on pourra essayer de refaire un parcours pour les jeunes aussi de ce oui, même type? ouais. Ouais, oui, oui, je suis convaincue, oui. Ouais, ouais. Après, je pense qu'il fallait, enfin, là, il fallait qu'on commence par un, tu vois, Oui, oui, par un bout. petit, oui. Et pour le coup, moi, je me sentais pas forcément légitime pour les enfants et les ados, parce que c'est pas trop mon orientation. Mais oui, oui, je pense que ça vaut le coup de, bien sûr, ouais. Et bien sûr qu'il faudrait qu'on ait des actions de prévention. Et bien sûr, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Mais déjà, parce que je ne sais pas vous tous, mais on voit bien que sur l'obésité, on n'est pas très bon, hein. Le nombre de patients qu'on aide sur du long cours sur l'obésité, ben, pas tellement finalement. Et pas tellement parce qu'il n'y a pas de relais. Parce que les patients sont... Bon, c'est une maladie malheureusement qui est vouée à recommencer et il ne faudrait pas attendre que les gens reprennent du poids de façon très significative pour les prendre en charge, quoi. Mais comme on est démunis, ben, ça traîne et voilà. Donc plus on va les informer, plus nous on sera formés, plus on saura à qui adresser, et plus on a des chances de ne pas les perdre de vue et de ne pas les retrouver en situation catastrophique au bout de 3-4 ans, quoi. Mm. Donc, si vous êtes intéressé par la prise en charge de l'obésité, il faut se regrouper et ouais, monter des réseaux, hein. Bien, excellente transition. Aujourd'hui, la CPTS travaille la question de l'obésité que via le regard, j'allais dire, action de prévention. Mais si demain, vous souhaitez vous organiser de manière plus concrète autour de parcours, la CPTS, c'est le lieu pour y réfléchir, vous retrouver et essayer de voir comment est-ce que sur le territoire de la CPTS, on peut réfléchir à ce genre de questions. Donc, si c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est pas grave, ça pourra l'être demain. Et il ne faut pas hésiter à solliciter voilà, la CPTS, les maisons de santé, si vous souhaitez qu'on réfléchisse tous ensemble à ce type de parcours. Du coup, vous, Voilà. CPTS, la Nantaise, parce que je sais que Stéphanie et Rosé ne sont pas sur la même que sur la nôtre, est-ce que vous Ouais. travaillez ensemble, les autres CPTS, sur ce sujet-là? Enfin, comment ça peut se passer? Alors, aujourd'hui, moi, je n'ai pas connaissance d'une dynamique, j'allais dire, inter-CPTS autour de la question de l'obésité. Mais je sais, pour rencontrer mes homologues très régulièrement, que c'est un sujet qui est traité, j'allais dire, partout, mais un petit peu comme le disait Madame Ferron, on le traite tous de manière un petit peu individuelle, sans forcément réfléchir à faire beaucoup de réseaux. Donc peut-être que ça le deviendra un jour, mais je pense qu'on va d'abord commencer à se coordonner à l'échelle de notre territoire. Puis une fois que ça fonctionnera, on réfléchira à comment est-ce que des coordinations sont imaginables entre différents territoires de CPTS. Typiquement, la question de former les professionnels de santé, ça serait bien, enfin, que s'il y a une formation sur un territoire, on puisse aussi en participer sur d'autres territoires, je sais pas. Bah, très, très bonne remarque. Je la garde et puis on verra comment est-ce que c'est possible de, j'allais dire, de disposer d'un discours commun, au moins sur les territoires limitrophes. Mm. Bien. Est-ce qu'il reste des questions ou des remarques à poser peut-être à notre intervenante? Bon, bah, si c'est bon pour tout le monde, moi je vous propose qu'on qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir Avec plaisir, avec présenté plaisir. Ouais. votre parcours.
Comme je le disais en préambule, le webinaire sera disponible en replay. Donc, si vous avez besoin de vous repencher sur la présentation de Madame Ferron, eh ben, vous pourrez vous y référer. Bien. Merci Je à vous tous souhaite à du coup toutes et d'avoir tous été présents. une excellente journée. Ouais, merci. Au revoir.